J'ai été mise dehors par ma mère quand j'avais 18 ans. Comment on se relève de ce type de propos de sa propre mère? J'ai guéri mon âme. Il parlait de quoi, ce poste? Je vais te tuer, sale lesbienne. Donc en fait, prendre sa place, c'est l'histoire d'une vie. Dans la jungle, tu attendras, un 2 ou un 8 te délivrera. Mon invité du jour s'appelle Dorit Naon. Retenez bien ces deux mots, Dorit Naon. Tu as traversé des moments de doute, de rejet, et tu as fait face à des discriminations qui auraient pu te briser. Mais au lieu de ça, tu en as fait une force. Aujourd'hui, tu es ghostwriter, tu vas nous raconter ce que c'est, animatrice, créatrice de contenu et une influenceuse incontournable sur LinkedIn. À combien de followers? 84 000, un peu plus. Ouais, retenez le chiffre parce que le moment où l'épisode va sortir, c'est sûr que ça aura doublé. Tout a basculé pour toi le jour où tu écris un post LinkedIn où tu t'es livré sur tes combats, un moment clé qui a changé ta vie. Depuis, tu utilises ta voix pour parler d'égalité des chances, de qualité de vie au travail et surtout du respect du droit des salariés. Tu es à l'intersection de beaucoup de sujets, ma chère Dorit, diversité, inclusion, santé mentale, et tu portes tout ça avec authenticité et passion. Chère Dorit, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans Prends ta place. Est-ce que c'est fidèle à ton histoire? Mais quelle intro incroyable, mon Anto, merci. Je suis trop contente d'être là avec toi. Merci beaucoup de m'avoir invité. Eh ben, c'est un honneur. On va jouer à Prends ta place, mais tout de suite, on va expliquer les règles du jeu. 36 cases, 6 thématiques, mais aussi une case joker. Mais comment ça marche? Tu me suis? Prends soin de nous. Avec cette carte, le joueur ou la joueuse revient sur des conseils, des astuces ou moments agréables, une case soutenue par la Banque Postale. Prends un coup de boost, on revient sur des victoires, des réussites, où l'invité accélère, car on l'a aidé dans son parcours. Prends-en de la graine. L'invité aborde les expériences qui l'ont fait grandir et avancer en explorant les moments marquants de sa vie. Prends un stop, un obstacle, un moment de doute. On revient sur ce qui a bloqué ou freiné son parcours. Prends pas la mouche, un coup de gueule. Des sujets qui grattent ou agacent. C'est la case pour exprimer ses frustrations, ses combats. Te prends pas la tête? Celle-ci, c'est la carte chance, où on partage un moment plus léger et détendu. Prends la main, l'invité prend le contrôle du jeu. C'est lui qui choisit sa carte. Pour terminer la partie, mon invité devra atteindre la case « Prends ta place ». Bref, ici, personne ne perd, soit tu gagnes, soit tu apprends. Est-ce que ça te paraît clair? Ouais, de fou. Alors, c'est parti, je vais t'inviter à prendre le pion de ton choix. Yes, et ben écoute, on va partir sur le violet qui est très assorti à ma tenue, mon outfit of the day. La fille est dans sa DA tout le temps, en fait. Exactement. Je te laisse t'installer sur les premières marches. Et yes, on est là-dessus. Et tu peux lancer le dé. Let's go. J'ai fait une blague en off, j'ai envie de la dire parce qu'elle me fait beaucoup rire, je me fais beaucoup rire moi-même. C'est Jumanji. Attends, je le fais avec l'intonation de Vas-y. Jumanji. Dans la jungle, tu attendras, un 2 ou un 8 te délivrera. Et je le dis, et il y a des témoins, j'ai fait un 2 tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a fait un Je 2. suis Va-t-elle sortie du faire Jumanji. un 2 à nouveau? On va voir. Alors si je retourne ou pas. Je retourne dans le Jumanji. Mais J'ai c'est fait bien, un- on commence tout de suite par... Prends soin de nous, Exactement, prends soin de nous. c'est ça. Prends soin de nous par la Banque Postale, qui est notre partenaire. La carte s'appelle Humiliation. Comment Wow. on se relève face aux humiliations, face à l'exclusion? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une méthode Naon. Comment, toi qui as vécu autant de choses compliquées, on se relève après ça? Tu sais, c'est très drôle que tu m'en parles parce que j'ai fait un post LinkedIn aujourd'hui pour parler de la colère. Parce que hier, justement, j'ai été interviewée. La meuf, elle m'a dit est-ce que tu es en colère contre ta mère? Parce que beaucoup d'humiliations, justement, pour reprendre ce terme, viennent de ma mère. Et je lui ai dit pas du tout. Elle a demandé les applaudissements du public. Et je lui ai dit je refuse les applaudissements parce qu'en fait, pour moi, c'est normal. J'ai une façon très naturelle de sortir des humiliations qui est la réussite. J'ai réussi. Je touche du bois tous les jours. Pourquoi veux-tu que je sois en colère? J'ai pas de place pour la colère dans ma vie. Pour moi, la colère, c'est quelque chose qui est pour les personnes qui sont encore, tu vois, bloquées dans une sorte d'échec et qui cherchent des responsables. Moi, j'ai pas de responsable à trouver. Mais alors, tu t'es réparé parce que tu Oui. partais de loin aussi. Bah oui, en fait, j'ai guéri mon âme. J'ai cette chance aujourd'hui de gérer les humiliations que j'ai vécues sans ressentiment, sans colère, sans envie de vengeance ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, j'ai réussi à transformer, tu vois, ça. Je le vis plus du tout comme des humiliations, je le vis comme quelque chose que j'ai réussi à transformer et que j'ai la chance de transmettre aujourd'hui à des gens qui n'ont pas réussi justement à être transformés. Dorit, on commence tout de suite par une carte qui parle de comment tu t'es réparé. Et beaucoup doivent se demander qu'est-ce qui t'est arrivé pour être autant humilié. Bah, il y a plein de trucs. Alors déjà, ça a commencé par ma mère, parce que ma mère, elle me battait. J'ai été harcelée à l'école aussi. J'ai été élue Miss Moche quand j'avais 13 ans par un mec, ironiquement, qui s'appelle Ange, qui était plutôt un démon. Donc, humiliation plus, qui d'ailleurs a donné lieu à une phobie sociale pendant 15 ans où j'étais incapable pendant 15 ans de parler devant plus de 3 ou 4 personnes dans une salle en espace fermé parce que je faisais un transfert avec la salle de classe. Humiliation aussi au travail. J'ai eu à peu près 8 ans de salariat qui était catastrophique où j'étais humiliée constamment par des managers ou même parfois par des collègues. J'ai été bisutée. Les collègues toxiques aussi, franchement, faut grave en parler. Les managers toxiques, bien sûr, c'est un vrai sujet. Beaucoup de difficultés.
ma mère m'a mis dehors quand j'avais 18 ans. Voilà, donc après, ça, c'est plein de choses qui te font sentir que t'as pas trop de valeur, en fait, et que tu vaux pas grand-chose. Donc effectivement, peut-être que, tu vois, j'aurais pu rester bloquée dans cette étape de je suis humiliée, je suis attaquée, et rester bloquée dans cette colère. J'ai fait des rencontres qui ont été déterminantes dans ma vie et qui font que, franchement, j'avance, quoi. Et j'ai plus de gratitude aujourd'hui. On va revenir sur ces gens qui t'ont fait avancer et ta gratitude. Je te laisse poursuivre. Trop bien. On a trop envie d'en savoir plus. De ouf. Est-ce que je vais faire un 2? Est-ce que je vais sortir du Jumanji? 3. Incroyable. Allez. 1, 2 et 3 et on est sur... Prends un stop. Ça se passe pas souvent bien. Prends un stop. T'es prête? Ok, je suis très prête. La carte s'appelle Maman. Ta mère te fout à la porte, tu viens de nous le dire. Et elle apprend aussi ton homosexualité. Raconte-nous cette situation de l'époque. En fait, ma mère m'a mis dehors 3 fois. Donc, la première fois, j'avais 18 ans. Les 2 autres fois, j'en avais 19. J'allais sur mes 20. Et c'est parce que je pense qu'elle a des problèmes psy non diagnostiqués. Parce que ma mère, tu l'écoutes, c'est les autres le problème. Elle n'a aucun problème. Ce jour-là, il n'y avait pas forcément de raison. La 3e fois, donc celle où j'ai choisi de ne pas revenir, c'est juste que je voulais aller à une soirée à Nice chez une de mes meilleures copines. Et elle était très jalouse du fait que j'avais des amis parce qu'elle n'en a jamais eu en Israël. Elle a été traitée en esclave par sa famille et elle vivait très très mal le fait que j'ai une vie sans elle, vraiment. Et quand je lui ai dit que je voulais sortir, elle m'a foutu une énorme gifle mais que j'oublierai jamais, à tel point que, et pourtant j'étais en surpoids à l'époque, et je suis tombée par terre sous la force de la gifle. Là, elle m'a dit je te fous dehors, tu dégages. Et ses derniers mots, ça a été j'espère que tu vas te faire violer. C'est extrêmement violent. Par contre, au moment où elle me met dehors, moi, je sais que je ne reviendrai jamais. Je le répète, c'était la 3e fois, parce que les autres, je revenais parce que je ne trouvais pas de solution. Pour le coup, très humiliante pour moi. Je me disais, j'ai pas le choix, je dois revenir. Là, je me suis dit, j'en ai rien à foutre, même si je crève sous un pont, je ne reviendrai jamais chez elle. C'est là que j'ai été prise en charge par des assos pour jeunes sans-abri, foyers pour jeunes travailleurs. Lesquels, par exemple? Alors, il y a eu Acte Jeune, qui fait partie qui est une branche de la Fondation de Nice, qui vraiment est dédiée aux jeunes, à accompagnement des jeunes sans-abri, qui est à Nice. Et puis, il y a eu la mission locale de Nice aussi. Mission locale, pour le coup, il y en a dans toute la France. 2 personnes, d'ailleurs, qui sont exceptionnelles, que j'embrasse. Karen Klopman, qui était mon assistante sociale, qui m'a trouvé un hébergement d'urgence et un foyer de jeunes travailleurs, assistante sociale d'Acte Jeune à l'époque, qui aujourd'hui, parce qu'on est très, très, très amis, elle bosse plus à Acte Jeune, mais elle est toujours à la Fondation de Nice dans une autre branche. Et Myriam Bernoussi, qui est toujours assistante sociale, accompagnatrice des jeunes pour la mission locale de Nice, qui, pareil, maintenant fait partie de mes meilleures amies, qui sont des femmes exceptionnelles. Et qui t'ont aidé à ce moment-là à te relever? Ah oui, mais moi, j'attendais pas de choses techniques, en fait. Évidemment que de la part d'Acte Jeune, j'aurais espéré un logement que j'ai eu. Mais franchement, quand ta mère te fout dehors et que t'as pas de taf, t'as pas d'argent, t'as rien, parce que ma mère... Et pas de repères, du coup. Mais rien. J'avais un peu d'amis, mais c'est des amis, ils sont en logement étudiant, donc c'est pas eux qui peuvent t'offrir quoi que ce soit, les pauvres. Et ma mère, quand elle m'a mis dehors, elle m'a dit, je vide ton livret A. Donc tu sais que tu n'as rien. Moi, j'attendais juste de la considération et de l'écoute humaine et de sentir que j'ai de la valeur. Et c'est ce que j'ai reçu avec Karen et avec Myriam. Et pour revenir sur l'homosexualité, jamais de la vie, dans aucun monde, ma mère ne l'aurait su en étant sous son toit. J'ai grandi dans une famille juive très traditionnaliste. Ma mère est homophobe, même raciste. Même moi, je le savais pas. Je l'ai accepté très tard parce que je savais que je n'avais pas le droit d'être homosexuelle dans cette famille avec cette mère-là. J'ai eu des copains, je vivais très mal de ne jamais avoir de sentiments pour eux. Je me disais que j'étais pas normale, que j'avais pas d'émotions. Quand ma mère m'a mis dehors, je me suis autorisée à écouter certains désirs que j'avais envers certaines filles. Et je me disais, en fait, maintenant, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux parce que je suis seule et il y aura pas de représailles. Donc, effectivement, moi, mon coming out par rapport à ma mère, je l'ai fait en différé. Quand je vivais, je m'en rappelle très bien, je vivais en foyer de jeunes travailleurs et j'avais mis ma copine de l'époque, Lisa, en photo de couverture de mon Facebook. Ma mère trouve quand même le culot, après m'avoir mis dehors, de m'appeler et de me dire, parce qu'elle m'espionnait sur Facebook, je viens de voir ta photo de couverture, t'es avec une femme, t'es dégueulasse, t'es un monstre. Et moi, en fait, j'étais là, j'écoutais, j'en avais rien à foutre. Moi, je regardais autour de moi, j'avais mon studio. Bah, y a pas de problème, hein, salut. Hein. Comment on se relève de ce type de propos de sa propre mère? Franchement, je sais que ça peut paraître dur ce que je dis et très robotique. Ça m'a pris des années. Hein. Bien sûr. Ça m'a pris des années. Quand c'est ta mère qui te parle, tu dois prendre tout d'une façon inconditionnelle. Qu'elle te dise je t'aime ou qu'elle te dise des horreurs. Parce que c'est ta mère, c'est la personne dont tu ne dois jamais remettre en question ses paroles. Moi, ma mère, à 8h, elle pouvait me dire je t'aime, t'es l'amour de ma vie, t'es la personne la plus intelligente du monde. À 8h30, elle pouvait me dire t'aurais dû mourir, t'aurais jamais dû naître, j'aurais dû t'avorter, t'as gâché ma vie. Peut-être des troubles bipolaires aussi chez elle? Peut-être, mais encore une fois, elle se fera jamais diagnostiquer parce que le problème, c'est les autres. Au début, moi, je le vivais très mal. Moi, j'ai le souvenir d'un jour où ma mère, elle a débarqué mon premier taf que j'ai trouvé après qu'elle m'ait mis dehors. J'ai été vendeuse, j'étais encore en période d'essai. Elle est venue devant ma responsable
table, devant mes collègues, devant tous les clients, elle a hurlé « C'est une merde, vous devriez la virer. Elle sait rien faire de sa vie, dégagez-la. » J'ai passé 1 heure à pleurer dans la réserve. Ça m'a pris vraiment des années et des années et des années à ce que quand ma mère m'appelle, qu'elle me dise « Je t'aime » ou qu'elle me dise « Tu devrais mourir », ça ne me fait plus rien du tout. Alors après, ça cause d'autres troubles. Moi, j'ai un détachement émotionnel qui est terrible dans ma vie, en général, parce que c'est pas un interrupteur. Tu choisis pas d'être détaché émotionnellement avec ta mère et d'être connecté avec les autres. Tu te protèges au global. Après, ça a d'autres avantages. Par exemple, dans mon taf, je ne subis plus le stress. J'ai mon détachement émotionnel fait que je suis hyper chill dans tout ce que je fais, quoi. C'est qui les bonnes fées à ce moment-là? Parce que tu nous as parlé de la mission locale, des assos, mais la suite, ce choc émotionnel dont tu as parlé, qu'est-ce qui t'aide à te relever et à prendre du recul sur tout ça si tant est t'y arrives? Franchement, c'est moi, hein. C'est pas pour faire de la fausse modestie, mais c'est moi. À un moment, c'est insupportable quand t'es trop sensible. Quand tu vis tout comme des agressions, tu vois l'impact que ça a, la moindre parole. T'as envie de faire des trucs dans ta vie et de pas être dépendant, en fait, de comment les gens te parlent. Parce que c'était pas que ma mère, hein, c'était même les énergies des gens en général, je les ressentais et ça m'impactait. Donc j'ai fait, moi, toute seule, un vrai gros travail sur moi-même, m'imperméabiliser, tu vois, des émotions. Je sais reconnaître quand des gens m'ont aidé émotionnellement, quand j'en avais besoin, c'était le cas quand ma mère m'a mis dehors, mais en tout cas pour le côté vraiment détachement et arriver à me relever émotionnellement, vraiment c'est moi, je le sais, Travail de fond. On va poursuivre parce que c'est très riche et j'ai très envie que tu me racontes d'autres choses. Allez, let's continue. Incroyable. Et 5. Allez, je te laisse avancer. 1, 2, 3, 4, 5. On est sur un coup de boost. Un coup de boost. On adore les coups de boost. Prends un coup de boost. La carte s'appelle Skyblog. Mais jure, c'est vrai. Incroyable. Ma passion. Wow. Tu étais dans les 3 Skyblogs élus Blogstar par la plateforme. Ta passion pour l'écriture, elle commence là? En fait, j'étais première de la classe en rédaction pendant tout le collège et même en primaire. J'ai toujours adoré écrire. En fait, pour supporter ma mère, j'avais 3 trucs. J'avais la lecture. Je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais une bibliothèque. On vivait dans le 9-4, tour de 18 étages, délabré et tout. Il y avait une bibliothèque juste en bas. Je passais ma vie là-bas. Je lisais tout, genre vraiment. Bibliothèque ma vie. Bibliothèque ma vie, vraiment. Il y avait le foot aussi, il y avait le dessin. Du coup, ça a commencé comme ça, tu vois, la lecture qui, du coup, m'a donné envie d'écrire. Et Skyblog, ça a été obligatoire pour moi parce que je n'avais aucun ami. Quand j'en ai eu, j'avais 16 ans et je n'avais pas d'amis. J'étais toute seule, j'étais harcelée à l'école et tout. J'avais en même temps besoin d'attention, comme je pense beaucoup de jeunes à cet âge. J'avais besoin de considération, j'avais besoin de reconnaissance. Alors, j'en avais clairement pas chez moi. Skyblog était mon opportunité de créer du lien avec les gens vu que je n'en créais pas dans la vie. Et il s'est trouvé que je me suis vraiment découvert une autre capacité d'écriture parce que c'est un truc de faire des rédactions à l'école et c'est un truc d'arriver à transmettre des émotions aux gens. Et effectivement, j'ai été élue 3 fois parce que j'ai eu 3 blogs. Chacun a été élu Blogstar par Skyblog et par les internautes. Et en plus, les 3, c'était mes 3 personnalités. Parce que j'avais un blog BD où je mettais mes bandes dessinées, j'avais un blog chronique humoristique et un blog où je mettais des analyses un peu philosophiques sur la vie et tout. Excellent. Mon côté sérieux, mon côté folle et mon côté artistique. Incroyable. Et ce qui va d'ailleurs expliquer pourquoi aujourd'hui, Dorit Naon, c'est aussi une ghostwriter. C'est quoi un ghostwriter? Tout est lié à l'écriture à la base. Hein. Moi, je suis ghostwriter LinkedIn, donc j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise. Ghostwriter, si tu dis ça, que c'est écrivain fantôme. Donc j'écris à leur place leur post LinkedIn aux chefs d'entreprise, aux DRH, sur des thématiques marque employeur, le bien-être au travail, le télétravail, le management, le recrutement. Mais il y avait déjà donc une petite prédisposition de Madame Naon. C'est différent parce que tu as des codes en rédaction au collège, tu as des codes sur Skyblog. J'ai eu un WordPress aussi qui existe toujours d'ailleurs. Pour les fans d'astrologie qui nous écoutent, j'ai créé un WordPress. Vous tapez sur Google Dorit fait de l'astrologie WordPress. Et en fait, les codes sont différents, que ce soit même WordPress ou LinkedIn. Moi, j'ai un talent et je le sais parce que je fais pas de fausse modestie, c'est que je suis très observatrice et je m'adapte toujours. Donc mes talents d'écriture, ils sont au service d'un support. Je peux pas écrire sur LinkedIn comme j'écrivais sur Skyrock, comme je ne pouvais pas écrire sur WordPress, comme j'écris sur Insta. Chaque réseau est propre, en fait. Et je pense que c'est important de dire ça aux gens. Au-delà des capacités d'écriture, c'est énormément d'adaptation. Et c'est beaucoup, beaucoup de mise à jour et beaucoup d'observation. Allez, je te laisse poursuivre. Let's go. Un petit 2. Mais là, en attendant, je prends un stop encore. Tu prends un stop. Oh mince. Les restos, comme les restos du cœur. C'était aussi la case par laquelle t'es passé. Tu racontes avoir connu des fins de mois difficiles et l'exclusion. Les associations, à ce moment-là, elles jouent un rôle essentiel. Est-ce que tous ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, t'as envie de leur passer un mot pour leur engagement? Oui, de fou. Bah, franchement, juste merci à toutes les personnes qui s'engagent. On a besoin d'eux. Et moi, je suis très en colère contre le gouvernement qui tape sans cesse en ce moment contre les services sociaux de toutes sortes. On a besoin des services sociaux. Moi, je suis un enfant
enfants des services sociaux. Et je sais à quel point tu ne choisis pas ce travail pour l'argent dans toutes les branches. Ils sont sous-payés, ils s'engagent personnellement en termes de temps, en termes d'énergie, ils y mettent des émotions énormes. Faut pas croire que quand ils rencontrent des jeunes qui sont à la rue ou toutes sortes de problèmes, des jeunes qui ont été violés, qui sortent de tentatives de suicide, ils y pensent en fait quand ils rentrent chez eux. Et pour finalement quoi, 1003, 1004, tu choisis ce travail par vocation. On a besoin de gens en fait qui sont comme ça, qui sont altruistes, qui juste essayent d'avoir un bon impact humain. Et moi, je les aime et je les remercie parce que franchement, sans les services sociaux, je serais clairement pas là où j'en suis. Je sais même pas si j'aurais eu à un moment, tu vois, un toit sur la tête. Donc, bien évidemment que je suis extrêmement reconnaissante. Moi, j'ai un vécu par rapport aux services sociaux qui est toute mon enfance. On allait au Resto du Cœur avec ma mère. On allait dans une association qui était spécifique, qui existe peut-être toujours, de la communauté juive qui s'appelle Kazip Kojazor, où on allait chercher des vêtements tous les 15 jours, parce que ma mère, elle pouvait même pas nous acheter des vêtements. Donc, c'était des vêtements que les donateurs de la communauté juive donnaient, donc usagés. T'avais des jouets. Et nous, on pouvait les prendre. Et je peux pas te dire le nombre de jouets que j'ai eu, que je n'aurais jamais eu. Et pareil pour les livres. Il y avait une petite bibliothèque, on pouvait prendre les livres qu'on voulait. Et c'est plein de choses qui m'ont forgé, en fait, qui ont fait ma sensibilité. Je t'ai dit, Resto du Cœur, l'hiver, on y allait avec ma mère. Après, il y a eu l'émission locale qu'elle m'a mis dehors. Il y a eu tellement d'acteurs. Il y a eu Actes Jeunes. Bah, moi, c'est toute ma vie, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très, très fière de pouvoir rendre ne serait-ce que 1% de ce que j'ai reçu, parce que j'ai la chance d'avoir de la visibilité. J'ai travaillé pour ça aussi. Et du coup, je suis marraine de pas mal d'assauts. À un moment, tu prends, et il y a un espèce de complexe de dire, ouais, mais moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, en fait? Et je suis très heureuse aujourd'hui quand on me sollicite justement pour essayer de rendre un petit peu ce que j'ai reçu, même si je pourrais jamais rendre tout ce que j'ai reçu. En tout cas, on dit que donner, c'est recevoir, et tu le fais magnifiquement bien, donc bravo pour ça, ma chère Dorit. Donner, c'est recevoir. On continue. Let's go. Et elle donne Encore un un petit chiffre. Je sors beaucoup de juments de vie. C'est ton anecdote en plus. Je te prends pas la tête. Ah, je la voulais absolument celle-ci. J'adore. La carte s'appelle l'entretien d'embauche de Dorit. Ok. Ben oui, il est temps de retourner un peu les rôles. Excellent. Parce que moi, ça me plaît qu'elle donne des conseils aux recruteurs, mec. Si à un moment, c'est moi le recruteur. Vas-y. Une qualité, un défaut. Qualité courageuse, défaut très 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 têtu. L'honnêteté devant le recruteur, j'apprécie. Vraiment. Une passion. En fait, j'ai une dualité, j'aime rien foutre, mais j'adore interviewer des gens aussi. Ah. En ce moment, ça me fait énormément kiffer. Et on va parler Vraiment. de ton média juste après. Un centre d'intérêt. J'aime grave aller au ciné. L'expérience la plus marquante dans ta vie. Alors moi, j'ai beaucoup été rejetée dans ma vie. J'ai été mise dehors par ma mère quand j'avais 18 ans. Et la plus grosse fierté pour moi, c'est d'avoir acheté mon appartement comptant. Le 28 novembre 2023, le notaire me donnait les clés de mon appartement que j'ai acheté avec mon argent. 1 an et demi seulement d'entrepreneuriat. J'ai commencé l'entrepreneuriat à découvert. Aujourd'hui, plus personne ne peut me mettre à la rue. Je suis chez moi. J'ai acheté ma liberté financière. Que j'ai 1 client, 10 clients, je m'en fous. Je fais ce que je veux. Et ça, pour moi, c'est la plus grande fierté de ma vie. Qu'est-ce que disent les autres de vous? Que je suis drôle, vraiment, ça revient souvent, mais après, ils ont grave raison aussi. Que je suis psy, mais de fou aussi que je suis psy. Parce que c'est vrai que j'ai ce truc, et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que mes talents d'écriture dans mon travail de ghostwriter. Je cerne le psychique de mes clients, et ça fait que j'arrive à transvaser leurs valeurs et leurs pensées dans mes posts LinkedIn que je leur écris. Je suis trop entêtée aussi. Parfois, j'ai du mal à admettre quand peut-être je vais pas dans la bonne direction ou quoi que ce soit. Des fois, péché d'orgueil. Mais après, je suis lion, j'essaye de guérir ça. Péché d'orgueil. Ouais, C'est bien de le vraiment, mais je reconnaître. sais. Hein. Et elle nous a cité un autre défaut. Ouais, bah oui, mais je vais pas dire que des trucs que les gens disent de moi qui sont bien. Hein. Ils N'est-ce disent pas? aussi d'autres Allez, trucs. ça roule. Le poste de rêve. Tu sais, la réponse horrible que certains donnent, c'est dans 5 ans, je vais être à votre place. J'avoue, ça tue, ça. Je te jure. La personne, elle sort. Mais je te jure, c'est tellement ça passe ou ça casse. Ça. Ouais, Mais moi, je te jure, je me souhaite juste de continuer à interviewer des gens qui sont passionnants. J'adore ce que je fais. Moi, je ne cours plus après l'argent. Mon seul objectif quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était d'acheter ma baraque content, de plus avoir de loyer, de plus avoir de crédit. Même si demain, je touche du bois, je suis au RSA, ce qui n'arrivera pas, je vis. Mais je vis, tu vois. T'es déjà passé par cette case, donc quelque part, si tu devais être de nouveau en difficulté, tu sais ce que c'est que le mode survie. Mais oui, mais je sais que tu T'en vois, as pas envie. Hein. C'est irrationnel d'avoir ces peurs, mais aujourd'hui même, je les ai guéries. Donc, tu vois, en termes de poste de rêve, j'ai même pas d'ambition, d'argent, de carrière, pas du tout. Je veux juste kiffer et faire ce qui me plaît. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est interviewer des gens passionnants et juste que ça continue, c'est tout ce que je peux me souhaiter. Hein. On te le souhaite. Où vous voyez-vous dans 3 ans, cher Dorit? Franchement, juste continuer à interviewer des gens trop passionnants que je kiffe, de leur permettre aussi à ces gens, à travers la ligne édito de mon média, de transmettre à leur tour des énergies très positives pour aider des gens qui peut-être se sentent seuls ou ont du mal à transformer certaines galères, quoi, certaines barrières mentales. Excellent. Prétention salariale. Par ego,
Parce que depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, je suis jamais allée en dessous 10 000. Mais par ego, mais j'en ai pas besoin du tout. Votre première mesure en arrivant dans l'entreprise? Déjà, moi, je suis la pire. Ouah, tu sais pas qui t'as à faire. Moi, je suis la syndicaliste. Quand j'étais manager, j'étais la C'est syndicaliste. la terreur des entreprises. Complètement. Moi, je suis du côté des salariés. Je vais tout inspecter. Je vais regarder si on est en été, s'il n'y a pas de ventilateur, pourquoi il n'y a pas de ventilateur pour l'équipe. Si on doit payer les bouteilles d'eau, pourquoi on doit payer les bouteilles d'eau. J'ai été manager. Je suis arrivée, une ligne de caisse, 8 caisses à gérer, 30 degrés, pas de clim, plein mois de juillet. Les gens, ils devaient payer leur bouteille d'eau 50 centimes. Je suis allée voir le directeur, j'ai dit on est chez les clochards ou c'est comment? J'ai dit mais pas du tout en fait. J'étais responsable caisse, j'ai dit donc je vous explique. Les bouteilles d'eau, ils vont pas les payer parce qu'ils cravagent comme des chiens toute la journée en fait. Et je veux un ventilateur à chaque caisse et c'est la moindre des choses. Et il y a tout eu, franchement. Mais je suis inemployable. Mais je suis inemployable. Le bien-être au travail, j'ai trop subi donc aujourd'hui je suis une folle déchaînée. Je ne fais plus de compromis, je suis terrible, je suis inemployable. On vous rappellera. On sait tous que c'est faux ça. Exactement. Alors c'est pour ça que je vais changer la fin. Je vais te dire, je te rappelle, tu es embauché. Oh, j'adore. Exceptionnel. Exceptionnellement, toi. Allez, c'est parti, on continue. Let's go. Un petit 2. Je suis abonné aux 2. Bah, il Ma semblerait. vie, c'est me quitter le Jumanji. Vraiment, je te jure. Et Un, là, deux. on prend soin de nous. J'aime Prends beaucoup. soin de nous. On continue. Tu es marraine de plusieurs associations comme Le Refuge ou Solidarité 06. Cet engagement, il est naturel chez toi? En fait, le refuge, ils sont venus me chercher pour me proposer d'être ambassadrice. Le refuge reçoit plus de 1300 appels chaque année. Et c'est ce qu'ils font. Ils protègent et ils accompagnent des jeunes LGBT+, qui se sont mis à la rue. Et ils leur proposent des solutions d'hébergement. Ils leur proposent aussi une reconstruction psychologique, puis même des accompagnements professionnels pour juste retrouver de la valeur. Et je suis très, très fière, effectivement, d'être leur ambassadrice. Comme toutes les autres aussi dont je suis, parce qu'il y a une histoire pour chacune. Je suis aussi marraine de Mots et Mots de Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Moi, ma mère, elle a été battue. Bon, il se trouve qu'elle a reproduit du coup le schéma après sur moi, mais ça a été une femme battue. Elle a vu sa mère aussi se faire battre. Et en fait, il y a un spectre qu'on aborde finalement assez peu sur les violences faites aux femmes, c'est l'impact sur les enfants. Il est réel. Moi, j'ai des flashs de quand j'avais 2 ans, où il y avait le père de ma sœur qui était sur ma mère, qui était en train de l'étrangler. Et ma mère me suppliait à 2 ans, je pouvais pas le faire, d'appeler la police. C'est traumatique, vraiment. Moi, ça me sensibilise beaucoup, forcément, parce que je l'ai vu, parce que je l'ai vécu et parce que je sais à quel... Moi, aujourd'hui, la violence, c'est impossible. Je hais la violence. C'était hyper cliché de dire ça. Il y a un vrai impact. Donc déjà, je suis très fière d'être leur marraine aussi. Je suis marraine de Solidarité 06, effectivement, qui accompagne les personnes sans abri à Nice, qui me touche du coup personnellement. J'ai visité la maison des femmes qu'ils ont créée. C'est un accueil de jour où ils ont même créé une cantine, où ils font travailler des femmes sans abri pour la cuisine. Enfin, ils font des choses merveilleuses. Et juste, ils les font se sentir valorisés et considérés. Puis, il y a les missions locales. Donc moi, je suis marraine des missions locales aujourd'hui. Donc l'histoire est ouf parce que ils m'ont aidée en 2013 et aujourd'hui, je suis leur marraine. Je suis marraine de leur média qui s'appelle La Bonne Idée. Je suis très, très fière de pouvoir aussi pousser tous ces projets incroyables. Et je suis aussi marraine ouais, c'est sans fin. T'as beaucoup de, comment on dit, de fillots, de filleuls. Mais je crois que c'est le dernier, là. Ouais, je crois que c'est le dernier. J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un. C'est le fonds de dotation partage. Ils créent des maisons de la diversité. Je pense que tu les connais pour lutter contre l'isolement des personnes âgées LGBT+. Alors, on sait que c'est un sujet, l'isolement des personnes âgées tout court. Mais LGBT+, on rajoute encore une souffrance. Et c'est x3, x4 en termes d'exclusion, parfois. Tous les sujets ont du sens. Personnes âgées, ça me touche parce que moi, je sais pas te dire pourquoi, par contre, parce que j'ai pas d'histoire personnelle sur ça. Quand je vois des personnes âgées qui peut-être ont 70, 80, 90 ans, qui vivent sans doute peut-être les dernières années de leur vie, qui sont assis par terre, qui attendent finalement rien, qui sont résignés. Je me dis c'est terrible parce qu'en fait, ils ont toute leur vie derrière eux. C'est pas forcément à cet âge-là que tu as l'opportunité de construire. Il y a plus forcément d'espoir en fait pour eux. Ça me fend vraiment le cœur de voir des personnes âgées qui sont sans abri. Je crois que tout le monde vient de prendre conscience, dans ceux qui te regarderont ou t'écouteront, que tu es la première marraine de France. 10 associations à ton actif. MDR. C'est incroyable. Allez, let's continue. Alors, let's go. Alors, est-ce que je vais faire autre chose qu'un 2? J'espère, là, ça commence à être lassant. Un petit 6. Ouais, 3, bon, assez allez. timide. 1, 2 et 3. Point stop, c'est parti. Ouais. Sur LinkedIn, tu reçois des messages LGBT-phobes. Qu'est-ce qui te révolte le plus dans ces réactions et comment choisis-tu d'y répondre? En fait, j'ai eu des menaces de mort homophobes. J'ai eu un mec qui a fait un post en disant j'ai un AK-47,
je vais te tuer, sale lesbienne. Et tout le monde l'a signalé sur LinkedIn. Elle a mis une journée à la supprimer quand même. Moi, j'ai déposé plainte pour cyberharcèlement, menace de mort aussi. On va dire qu'aujourd'hui, je m'en fous, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au début, quand je suis arrivée sur LinkedIn, j'ai été très attaquée sur mes tatouages et sur le fait que je suis LGBT+. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu un starter pack pour l'enfer. Juive lesbienne tatouée. Maintenant, je suis insultée parce que je suis juive aussi. Au début, j'ai choisi d'en rire et ça m'a beaucoup aidé à avoir plus de notoriété parce que c'est un format qui a beaucoup fonctionné. En fait, je screenais mes pires commentaires et je les affichais sur LinkedIn et je répondais avec des punchlines. Par exemple, quelqu'un qui me disait, un chef d'entreprise qui me disait « Je n'embaucherai jamais une personne tatouée. Quand on est professionnel, on se doit d'être le plus neutre possible. » Je répondais « Il fait quel temps en Corée du Nord ?» Je faisais la même chose avec les commentaires homophobes. Vous nous faites des photos depuis le Moyen-Âge ?» Quelqu'un qui me disait les enfants n'ont pas à voir vos immondices et votre sorcellerie. J'en ai eu plein comme ça. Être LGBT+, d'accord, mais laissez les enfants en dehors de tout ça. Oui, c'est ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne venez pas aliéner nos enfants. Alors, tes enfants, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Il y a un gros amalgame. Généralement, c'est ceux qui réfutent le plus ça qui vont avoir des enfants qui seront d'ailleurs torturés à l'idée même de faire leur coming out. Mais les gens sont dingues, on dirait on va asseoir des gens de force sur une chaise et leur dire deviens homo, deviens homo, deviens homo. Demain, je vais lire devenez un flamant rose. Est-ce que parce que je l'ai lu, j'aurais envie de devenir un flamant rose? Dorit, c'est peut-être ça le vrai risque. Non, mais c'est incroyable quand même que des parents soient là aujourd'hui à dire ne venez pas parler d'LGBT+ à nos enfants, vous les manipulez. Mais du coup, moi, j'ai choisi d'en rire de toutes ces attaques, de toutes ces agressions, de toute cette violence. Ça ne m'a jamais vraiment touchée. Ça touche moins en tout cas aujourd'hui. Bah, franchement, t'as réussi à trouver ta technique. Ça m'a jamais touchée parce que moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, c'est des gens qui ont une vie de merde. Parce que quand t'as rien d'autre à foutre que de perdre du temps et de l'énergie à parler sur quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est que t'as une vie de merde. Ou que tu connais même pas. Ou que tu connais même pas. Tu crois me connaître. En fait, je crois connaître l'interprétation que tu te fais de ma personne. Si tu es suffisamment bas d'esprit pour ne pas penser que je suis plus que ce que tu imagines et que tu as envie de me réduire à un post LinkedIn que tu auras lu en diagonale, la phrase d'accroche, le milieu, la fin, grand bien te fasse, on joue pas dans la même cour. Donc ça ne m'intéresse pas, ces gens-là ne m'intéressent pas, je connais ma valeur, j'ai pas besoin que des gens que je ne connais pas me disent ce que je vaux ou qui je suis. Franchement, je te dis honnêtement, ça ne m'a jamais touché. Une fois ça m'a touché, c'était mon tout premier post viral sur le harcèlement sexuel. Je me suis sentie attaquée parce qu'en fait, c'était mon premier viral et que le mec m'a dit « Vous êtes une honte pour les personnes qui ont vraiment vécu du harcèlement sexuel parce que vous n'en avez pas vécu. » Je me sentais remise en question dans mon vécu. En fait, il m'a provoqué une colère. Et au final, je me suis dit « Mais il mérite pas ma colère parce que moi, je sais que ce que j'ai vécu, c'est une agression sexuelle. Je sais que lui, en fait, c'est un fou. » Et puis tout le monde lui est tombé dessus après en commentaire. Tu sais que c'est des gens, il faut jamais parler avec eux. Ils te font des tartines comme ça, ils ont que ça à foutre. En plus, ils ont ChatGPT en plus. Mais maintenant. oui, et de toute façon, tu seras toujours la folle de l'histoire avec eux. Toujours. Ils trouveront toujours le moyen de te remettre la faute sur toi. Donc c'est pour ça que moi, au début, j'en riais et aujourd'hui, je n'en ris même plus parce que je n'ai plus le temps. La seule fois où ça ne m'a pas fait rire, mais ça ne m'a pas touché, c'est la menace de mort avec ce fameux mec dont je te parle, ou juste pour la postérité, pour l'exemple, je l'ai dénoncé et j'ai agi en conséquence. Pour arriver à me toucher dans mon être profond, il faut y aller parce que j'ai trop traversé pour laisser des gens qui ont rien vécu me raconter la vie en fait. Exactement. Non mais je te jure. Allez Dorit, continue, mais Let's merci. Un petit 3. Encore. Ouais. 1, 2 et 3. Ah, je l'ai pas eu. Alors là, tu as le choix dans les différentes cartes qu'il y a devant moi. Eh ben, je choisirai un. Bah, Si c'est moi qui fais les règles. Moi, j'ai envie de te poser une question à toi. Ok, madame, non. Moi, j'ai envie de te connaître. J'ai envie que tu parles de toi. Allez, on se connaît, prends ma mais bon. place. Moi, j'ai envie de savoir, parce que tu parles beaucoup des autres, beaucoup des engagements des autres, mais t'es un mec incroyable, extrêmement engagé dans tellement de causes. Mais je sais très bien que tu viens d'un milieu qui donnait pas forcément la place à l'ambition, à l'espoir et aussi à la force d'arriver à gravir des steps. Comment t'as réussi à déconstruire les barrières mentales qui sont liées au milieu d'où tu viens? Eh ben, c'est bien, elle prend le contrôle. Écoute, tous les invités que j'ai dans Prends ta place, c'est un peu un miroir pour moi, parce que je me reconnais dans chacun de leurs combats déjà, intérieurs d'abord, avant d'être les combats du quotidien, de la légitimité. Et en fait, très souvent, on rencontre des gens qui vont plutôt avoir tendance à te mettre la tête sous l'eau, plutôt que de te tirer vers le haut. Moi, j'ai eu la chance, je dis souvent 3 bonnes fées, ma maman, qui a été très présente, qui voulait absolument que je fasse des études supérieures, alors qu'elle n'en avait pas fait. Je dis souvent, quand j'ai eu mon bac+2, je suis rentré à la maison en disant, alors c'est qui et tout, parce que ma mère m'a laissé croire toute sa vie qu'elle avait eu un bac+2. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, mais moi, tu sais que j'ai même pas le bac. Donc déjà, elle avait joué sur ce jeu des représentations. Le deuxième truc, ça a été des cours du soir. J'étais à une maison de quartier qui donnait des cours du soir, des maths, etc.
etc. à Évry-Courcouronnes, et je crois que ça a été ultra structurant parce que c'est la première fois où je me suis dit j'aime bien, mais j'aime bien parce que les gens qui me l'enseignaient, je me reconnaissais en eux, etc. Et le troisième, je dis souvent, on se fait jamais seul, et il y a eu aussi pas mal d'assauts d'égalité des chances. Donc merci de me poser cette question parce que je pense qu'avec Prends ta place, je continue à me réparer de toutes les barrières limitantes. Et est-ce que toi, tu considères qu'aujourd'hui, tu arrives à la prendre ta place? Trop dur. C'est en cours, je crois que c'est un long chemin. D'ailleurs, c'est amusant parce que dans les champions que je reçois ici, qu'ils soient dans le sport, dans la politique, dans le monde économique, sur les réseaux, etc., en fait, tous ont finalement considéré avoir pris leur place là où ils sont, mais tous ont des grands rêves, des grands projets qui continuent à avoir, avec la part de doute, la part d'obstacle. Donc en fait, prendre sa place, c'est l'histoire d'une vie. Donc moi, je considère avoir pris en partie ma place dans le monde de l'égalité des chances en créant ce jeu, mais il me reste encore pas mal de chemin. Mais toi aussi, non? De fou, mais toi, t'as tellement construit, mais franchement, je bois tes paroles. On continue toujours de construire. Merci. Bravo pour tout. Hein. On se parle et moi, j'ai besoin de te demander si t'as pris ta place et t'as même pas fait la moitié du chemin. Vas-y, trop bien, j'adore. C'est trop bien. Les 30, je parle trop. 32, 33, 33 ans? J'ai 31. Tu m'as vieilli. Tu me donnes 1 000 €, tu me dis tu reviens 20 ans en arrière, jamais. J'ai trop déconstruit. Elle est pas à 1 000 € près. Elle vous l'a dit, c'est 10 000 €. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Si, j'ai voulu en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te prends pas la tête. Yes. Film, c'est le nom de la carte. Incroyable. Il paraît qu'une société de production travaille à mettre en scène la vie de Madame Dorit Naon. À titre perso, je suis pas étonné. Je t'avoue, quand on t'entend, on se dit mais quel parcours de ouf. C'est quelque chose. Enfin, déjà, ça va ressembler à quoi? En fait, déjà le mec qui fait ça, c'est devenu un ami. Il s'appelle Loïc Coriou, et j'ai été invitée par mon ami Fabrice Greffet à Marseille au Mucem à l'avant-première du film de Loïc. C'est un ciné-docu sur le traitement des personnes âgées en EHPAD qui s'appelle Les âmes fortes de l'âge fragile. Et moi, j'aime bien discuter avec les réalisateurs pour comprendre pourquoi ils ont fait ça. Et je vais voir Loïc, et Loïc me dit mais je te connais de LinkedIn. Et je lui fais c'est gentil et tout. On parle 10 minutes, l'échange est sympa, mais pour moi, pas non plus transcendant. Je pensais pas l'avoir marqué. Je pars du film, c'était en septembre 2023. En décembre 2023, il m'écrit. Entre-temps, j'ai emménagé à Paris. Et il me dit, j'ai vu que tu as emménagé à Paris sur les réseaux. Est-ce qu'on peut se voir? On se voit au Cost en janvier. Et il me dit, écoute, c'est simple, tu es ma plus belle rencontre de 2023. Et Dieu sait que je pense qu'il rencontre des gens. D'où le fait de dire, je pensais pas que c'était une rencontre marquante à ce point-là. Il me dit, écoute, si ça te va, j'aimerais bien faire un documentaire sur ton histoire parce que tu as un parcours incroyable. On se voit depuis début janvier, quasiment toutes les semaines quand même pour travailler dessus. Ça va ressembler, alors je peux pas trop en dire, mais ça va ressembler chronologiquement à ma vie de l'enfance à adolescence, âge adulte, avec tous les moments clés, les douleurs vis-à-vis de ma mère, les galères dans le salariat, les personnes clés qui m'ont aidée aussi, dont du coup certaines pourront intervenir dans le documentaire pour témoigner. Il y aura aussi une partie un peu film, parce que du coup je peux pas me jouer moi enfant. Ça va être un peu ciné-docu finalement aussi. Pour moi c'est une chance et j'étais très étonnée, je m'attendais pas à ce qu'il me propose ça quand on s'est vu. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'entre-temps, j'ai eu un réalisateur de TF1 qui m'a proposé la même chose. J'ai eu une réalisatrice qui bosse avec Teva qui m'a proposé la même chose. Et en fait, je réalise que mon histoire intéresse. Elle parle peut-être à beaucoup de gens qui ont connu ces situations d'exclusion ou d'humiliation dont on parlait au début. Ça m'aide à me dire, en fait, c'est pas un projet égocentrique. Effectivement, oui, aujourd'hui, je suis convaincue que mon histoire doit être racontée. J'ai eu cette chance d'arriver à sortir de ma misère parce que j'étais capable d'absorber toutes ces épreuves sans réellement dans mon être profond que ça m'affecte. Donc c'est pour ça que j'insiste et que je répète, le documentaire n'a pas vocation à dire regardez maintenant je suis une resta Zarma et vous pouvez le faire. J'ai eu des ressources que tout le monde ne peut pas avoir. J'en ai conscience. L'idée du documentaire, c'est vraiment de donner juste, modestement, des bonnes énergies et que les gens qui se sentent seuls, au moins une personne qui se sente seule, elles se disent il y a des belles histoires qui peuvent se finir, en fait, quelque part, quoi. C'est juste ça. Et ça va inspirer, j'en suis sûr, plein de gens. Et on communiquera sur cette date, sur le lancement. C'est prévu pour courant 2025. Ouais, c'est ça. On sera là. De fou. Trop bien. 3. Let's go. 1, 2 et 3. Prends un coup de boost. Let's go. Prends un coup de boost. Le post sur tes réseaux sociaux. Un post LinkedIn va donner un tournant à ta carrière. Il parlait de quoi ce post? En fait, j'ai fait un post pour dire qu'on s'en fout qu'un candidat soit tatoué, qu'il ait les cheveux colorés, des piercings, qu'il ait du poids en plus, que ce qui compte, c'est les compétences, le potentiel et le savoir-être d'une personne, tout simplement. Combien de vues sur ce post? Il a eu 2 millions de vues, plus de 23 000 likes. J'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi alors que je n'ai aucune expérience et aucun diplôme. J'ai plié le game. C'est ça. Embauché alors qu'elle ne postulait pas. C'est ça la une de Ah presse. Oui, j'ai été sollicitée
sollicité par les entreprises. Et depuis, LinkedIn, c'est devenu un peu ton réseau fétiche? LinkedIn m'a ouvert les portes de BFM Business. J'ai été chroniqueuse, c'est eux qui sont venus me chercher. Le groupe Albin Michel, les éditions Vibert, ils sont venus me chercher pour écrire un livre. Puis tous mes clients, moi j'ai jamais prospecté en 2 ans et demi. Hein. Tous mes clients sont venus me chercher. Ouais, on peut. C'est quoi? C'est les conseils pour péter sur LinkedIn? Ouais, ça s'appelle LinkedIn Boost ta visibilité. Et en fait, c'est hyper marrant. Il y a plein de punchlines. Il est illustré par Billy. Et dedans, je donne des conseils. Mais vraiment avec beaucoup d'humour. Parce que pour moi, apprendre en s'amusant, c'est la meilleure façon. Je voulais pas un livre de formation relou. Ça m'aurait pas ressemblé. Ça me va bien. Let's go. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Écoute, vu que je suis à prendre la main et que j'ai le choix, prends-en de la graine. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup fait. Ouais. Prends-en de la graine. Check. C'est Wow. Check le média. Ah, trop contente. Tu as fondé Check le média pour aborder la santé mentale et l'inclusion. Qu'est-ce que tu dis à ta communauté sur ce sujet? Je suis grave heureuse d'en parler parce que, en fait, c'était une obligation pour moi de faire ce média. Je sais pas si t'as suivi, mais j'ai eu un gros craquage un peu mental en avril où je trouvais plus trop de sens dans ce que je faisais. Le ghostwriting, j'aime beaucoup. Ça me fait extrêmement bien gagner ma vie. Mais il me manquait l'humain. Donc j'ai quitté la France pendant 1 mois en avril en pensant que c'est ma vie amoureuse qui n'allait pas, mais en réalité, professionnellement, il me manquait un truc. Et depuis que j'ai créé ce média, je vois que, non, mais vraiment, l'humain est là et ça me nourrit de l'intérieur. Et parce qu'il y a tous les sujets qui, moi, m'animent et où j'estime aussi, avec un peu de prétention, qu'il y a la nécessité vraiment d'en parler dans la société. Donc j'ai 4 rubriques. Une rubrique humain, donc l'émission Focus Humain qui parle de santé mentale, d'émotions et d'enfants intérieurs. La rubrique travail, on libère la parole sur le bien-être au travail, le harcèlement au travail. La rubrique impact, où je reçois des humains et des associations engagées. Et la rubrique entrepreneuriat, qui est sponsorisée par BPI France, que j'aime d'amour. Je reçois du coup des entrepreneurs, des entrepreneuses qui racontent leur parcours et je m'éclate de fou. Et en fait, l'idée, c'est de transmettre des énergies qui sont pures, qui sont sincères, de donner de la valeur, de partager aussi les parcours de personnes qui sont extrêmement inspirantes. En fait, moi, j'aime trop les écouter et je me nourris vraiment de chaque échange et ça m'a régénéré de créer ce média. Vraiment, ça m'a sauvé. Donc, je me dis, c'est un peu ton nouveau Skyblog? Tout ce que je fais, pour moi, c'est mon nouveau Skyblog. C'est très juste ce que tu dis. LinkedIn, pendant des années, je le disais en commentaire ou je le disais dans des posts, LinkedIn is my new Skyblog. Je l'écrivais dans les posts et je l'assume complètement. Moi, j'ai adoré Skyblog. Je suis profondément malheureuse que Skyblog soit fini. Donc, à travers tout ce que je fais, j'essaye de recréer Skyblog. C'était tellement authentique, je sais pas, c'est un truc qu'on a perdu. Allez, Let's un go. petit dernier. Et ouais. Alors, vas-y, on lance le dé. Il faut un 1 là. Bah, ce que tu veux en vrai. Et ouais, du coup. Allez. Écoute. 1, 2. Et je vais dans le futur. 1 et 2. Franchement, c'est carré de fou. Hein. C'est carré, j'ai pris ma place, genre. Bah, c'est ça ma vraie question de fin. Wow. Est-ce que, Dorit, aujourd'hui, tu estimes avoir pris ta place? Franchement, oui, mais pas assez. Je sais que j'ai un potentiel d'arriver encore plus loin que ce que j'ai. Par exemple, j'ai jamais fait de radio. Pareil pour la télé, c'est quelque chose que j'aimerais plus explorer au-delà des chroniques. J'étais chroniqueuse sur BFM, chroniqueuse sur une autre chaîne aussi. La chronique, j'aime moins. Donc, animation. Et puis aussi, plus médiatiquement, porter mes messages. Là, je suis heureuse. J'ai de la visibilité sur LinkedIn. Ok, mes messages y passent. Mais je sais que je peux faire plus. Il y a plein de gens qui me connaissent pas parce qu'ils ont pas LinkedIn. Je suis enfermée dans LinkedIn. Et je veux sortir un peu du Jumanji LinkedIn, tu vois. Je veux faire un 2 ou un 8 et sortir de ça. Objectif 2025, faire prendre sa place, un 2 ou un 8, ou rentrer dans le grand jeu des médias et avoir ta place légitime, parce que vu tout ce que tu nous as raconté, toutes tes actions que tu mènes pour rendre cette société un peu plus ouverte, un peu meilleure, et ben je suis sûr que tu vas trouver cette place-là dans les prochaines années, c'est évident. T'es trop adorable et je peux dire la même chose de toi. Non mais c'est vrai, t'es hyper éloquent, t'as des valeurs de fou, tu les mets au service des autres toujours, t'es à l'écoute, tu prends le temps, tu restes souriant et Dieu sait que pourtant il y a des galères dans l'entrepreneuriat, etc. Depuis le peu de temps qu'on se connaît, t'es très constant dans tes humeurs, très humble aussi. Donc franchement, je peux dire la même chose pour toi. Toi, tu vas faire que... t'es déjà à un step qui est plus que ouf. Tu vas faire que level up, c'est sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça rappelle à mes amis la chance qu'ils ont de m'avoir, mais n'est-ce pas? Mais de fou, mais c'est vrai. On finit sur cette touche d'humour. Dorit, j'adore. On te kiffe. J'espère que les téléspectateurs, tu sais, le mec qui se croit déjà sur TF1, auditeurs, mais il faut, spectateurs, n'est-ce pas? Mes spectateurs de Prends ta place ont kiffé. Mais moi, oui. j'ai pris un malin plaisir à t'interviewer. Merci pour ces bonnes ondes. Et rappelons, parce que ces sujets d'exclusion, ils peuvent tous nous concerner et que ça peut être juste parce qu'on veut apporter sa contribution ou juste parce qu'on veut prendre sa place. Merci de nous avoir suivis. Vous likez, vous aimez, vous partagez et surtout vous vous abonnez à la chaîne. Et ensuite Dorit aussi et le Check Média, parce que vous allez voir 2025, ça va péter. Ça va péter. De fou. Mais toi aussi, de fou. T'es un king. Merci. Love. Love sur vous.